Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment on affiche un mesh, c'est-à-dire un maillage qui correspond à un objet 3D sur une image. Donc là vous avez un aperçu de ce qu'on va obtenir à la fin de la vidéo, c'est-à-dire l'affichage du mesh en dans un format, enfin dans un aspect fil de fer. Donc on va tracer uniquement les contours des polygones qui constituent notre mesh. Donc pour définir, enfin pour stocker un mesh, on peut utiliser ce type de fichier-là, le fichier OBJ, le wavefront OBJ pour être exact. Si vous voulez chercher sur internet, plus d'informations à propos de ce format de fichier, tapez wavefront OBJ. Alors c'est un fichier ASCII qui définit une géométrie et qui contient ainsi, une suite de sommets, hein, qu'on appelle vertex en anglais ou vertices pour être au pluriel. Donc ça, c'est les sommets de notre géométrie. La syntaxe est la suivante: on utilise le caractère V et puis ensuite les coordonnées X, Y et Z. On va voir, aussi comment traiter la coordonnée W. On va pas voir à quoi ça correspond dans cette vidéo-là, mais sachez qu'elle n'est pas obligatoire pour, définir une vertex dans le un vertex pardon dans le fichier. Mais on va voir comment la traiter, dans le code, mais on verra ça plus tard, pour ce que ça à quoi ça correspond au niveau mathématique. Donc ça correspond donc à une suite de coordonnées de vertex et une suite de faces qui, va définir du coup, les polygones qui constituent notre mesh. Donc, une face se définit ainsi, il y a un F et ensuite, les index correspondant au vertex, 0, vertex 1, vertex 2 et ainsi de suite. On peut avoir des triangles, mais on peut aussi avoir des quads et d'autres types de faces. Et ça correspond donc à un index dans, la liste de vertex qui a été définie plus tôt. Alors il y a plein d'autres attributs, hein, sur un fichier OBJ, on va pas rentrer dans le détail, des autres attributs, mais sachez que vous pouvez définir énormément de choses avec un OBJ. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir sur internet, la spécification complète du format. Donc, par exemple, si on veut tracer, enfin si on veut définir pardon, ce triangle, on va pas le tracer, on va le définir, dans un fichier OBJ, on peut le faire assez simplement. Donc notre triangle est composé de 3 sommets. Donc premier sommet ici, on va écrire V espace X égale 10, donc 10, Y égale 10, 10 et Z égale 0. On considère que ce triangle-là est dans le plan XY. Donc on définit ce premier sommet-là. On peut faire la même chose pour le suivant et pour le dernier sommet. Et une fois qu'on a défini ces 3 sommets, ces 3 vertex, on n'a toujours pas défini une face parce qu'il faut expliquer comment, ces sommets sont reliés les uns avec les autres. Donc on a défini le premier, on compte, dans le fichier OBJ à partir de 1, pas à partir de 0. Donc 1, 2 et 3e sommet et ainsi on peut définir notre face qui correspond donc à la face définie par le vertex à l'index 1, puis le vertex à l'index 2 et enfin le vertex à l'index 3 et ainsi on a défini notre triangle dans un fichier OBJ. Alors vous pouvez faire le test, hein, vous pouvez écrire exactement ça dans un fichier texte, changer l'extension en .obj et l'ouvrir dans Blender par exemple et vous verrez bien un triangle, qui s'affichera sur votre écran. Donc on peut définir évidemment, davantage de faces, hein. Si vous voulez définir un cube, bah, vous rajoutez, vous avez besoin de beaucoup plus de sommets et puis, le nombre de faces correspondantes avec, les bons sommets, par face. Donc ça, cette liste de vertex, on va appeler ça un vertex buffer et ça correspond à un vecteur de points 3D. PNT 3D, ça va être une structure qu'on va définir qui va contenir X, Y et Z. Donc on a notre, vertex buffer et ensuite, chacune des faces est en fait une liste d'integers qui correspondent à un index dans notre vertex buffer. Donc chacune des faces étant une liste d'integers, la liste de faces est un vecteur de vecteurs de integer et ça correspond donc à notre, index buffer. Donc maintenant qu'on a vu ça, voyons un peu comment on fait pour interpréter, ces données ASCII dans notre fichier C++. Donc pour ça, ce qu'on va utiliser, on va utiliser
on va utiliser des regex, hein. C'est un outil, assez efficace pour pouvoir, pour pouvoir interpréter des, séquences de caractères. C'est pas forcément la seule solution, hein, loin de là. Mais bon, c'est celle que j'ai choisie pour cette vidéo-là. Alors une regex, alors attention, un petit disclaimer, je suis absolument pas spécialiste des regex, donc je vais probablement dire des bêtises parfois et les regex que je vais produire ne sont pas garantis sans bug et pas nécessairement optimales. Mais bon, ça servira pour l'exemple. En tout cas, elles ont marché pour, la démo de cette vidéo-là, donc bon, on va s'en tenir là. Donc du coup, comment on fait? Pour, un regex, donc on peut définir différents éléments, donc par exemple le début d'une chaîne de caractères, la fin d'une chaîne de caractères. Entre crochets, on peut définir des un certain nombre de caractères qui vont, du coup, matcher, un caractère dans notre chaîne de caractères. Un digit, un espace, donc ça c'est celle dont on va enfin les éléments dont on va avoir besoin pour l'écriture de nos regex. On peut aussi, attribuer à ces éléments-là, une quantité. Donc, soit de 0 à l'infini, il peut y en avoir aucune, il peut y en avoir une infinité. De 1 à l'infini, entre, A et B, re occurrence et 0 ou une occurrence. Et enfin, on peut aussi affecter de la logique et des groupes, donc on va s'en servir. Vous allez voir, quand on va voir l'exemple, ça va peut-être être un peu plus clair, en tout cas je l'espère. Donc, juste, là, on a besoin de parser des flottants. Donc on va déjà s'intéresser à écrire une regex qui, parse un flottant. Donc, un flottant, ça peut être, dans le cas de l'OBJ, ça peut être, juste, un digit, 1, peut être considéré comme un flottant. Donc backslash d, d'accord? Ça match un digit. Mais on peut aussi avoir plusieurs digits, d'accord? Donc, il faut au moins un digit, il peut y en avoir plus que un. Voilà. Donc on rajoute un plus derrière le d, ça match ces deux éléments-là. On peut aussi avoir une virgule, donc éventuellement une virgule, donc, entre crochets, point et il peut y en avoir 0 ou une occurrence. Et enfin, on peut avoir une partie, flottante, hein, donc après la virgule, des chiffres après la virgule. Donc là, on change ça en groupe, donc un point suivi, d'un nombre, arbitraire, de digits, il peut y en avoir 0 et ça forme un groupe qui peut être répété 0 ou une fois. Et ça semble bien marcher. Le problème, c'est que celui-ci, on ne le matche pas avec ça parce que, il y a pas de digit avant la virgule et là, on a dit qu'il fallait au moins un digit avant la virgule. Ce type de cas-là, on peut le matcher avec cette séquence-là, donc point entre crochets et 1 ou plus, de digits derrière la virgule. Et pour relier ces deux versions alternatives, on va utiliser un groupe, enfin 2 groupes, hein, et un ou, logique. Donc si on fait ça, donc on prend le premier groupe, ici, deuxième groupe et on met une barre verticale et ça nous donne, une regex qui match l'ensemble de ces éléments-là. Ensuite, sur un flottant, on peut aussi avoir éventuellement un plus ou un moins, en face de l'élément du nombre. Donc on met un plus ou moins, point d'interrogation et enfin, dernier élément qui peut être ajouté à nos flottants, on peut avoir une puissance de 10 derrière. Alors je ne sais pas si elle est définie comme ça, correctement dans l'OBJ, j'en sais rien. Bon, c'est ce que j'ai utilisé moi en tout cas, c'est comme ça que c'est fait en C++. Donc un E suivi d'un nombre de digits, arbitraire, supérieur ou égal à 1 et éventuellement d'un signe plus ou moins. Donc maintenant qu'on est un peu plus, exercé à l'écriture de de regex, et voilà, on a soit le caractère E minuscule, soit majuscule, en plus, un moins éventuellement et une suite, de digits qui est supérieure ou égale à 1 et ça, c'est facultatif, donc point d'interrogation et donc on se retrouve avec cette regex qui nous parse un flottant. Voilà, donc ça, sacrée regex. Donc une fois qu'on l'a écrite, ça c'est ça de moins à faire. Donc maintenant, essayons d'écrire notre regex qui part cette suite-là. Donc on a un V au début de notre string
et ensuite 3 ou 4 éléments, flottants. Donc début de string, accent circonflexe, V, et ensuite 3 ou 4 groupes, 3 ou 4, et à la fin, on peut avoir, on peut avoir des espaces, éventuellement aucun espace, mais éventuellement une infinité d'espaces et fin de la string. D'accord? Et heu et donc le groupe, il se constitue d'un flottant et devant le flottant, on a un espace ou plus. Voilà, on a notre regex qui match une définition d'un vertex. Donc maintenant pour matcher une face, donc j'ai un petit peu menti tout à l'heure, j'ai dit que c'était, f suivi de 3 ou plus, integers. En fait, on peut avoir ces syntaxes-là qui existent aussi dans le fichier obj. Alors pour quelle raison? C'est que, il y a d'autres attributs par sommet qui peuvent exister, et l'obj supporte les normales par sommet et les coordonnées de texture. On va pas s'en servir dans cette vidéo-là, on verra plus tard à quoi ça sert. Nous, ce qui va nous intéresser, du coup, c'est le premier élément, le premier integer, dans cette syntaxe-là. Les autres, on va les ignorer pour l'instant. Mais les autres servent justement à définir, éventuellement une coordonnée de texture ou une coordonnée de normale ou les 2. Donc, intéressons-nous déjà comment on parse un integer. Alors, bon, maintenant qu'on a vu comment parser un flottant, ça va paraître beaucoup plus simple. Donc il peut y avoir un ou plus digits, et ensuite on peut avoir un signe moins en face ou un signe plus. Voilà, ça y est, c'est fini. C'est plus simple. Donc ensuite pour, parser une face, donc encore une fois, il y a ces différentes alternatives qui existent. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser 3 regex différentes qui vont du coup, servir à, gérer ces cas-là dans 3 fonctions différentes. Donc, le premier cas, c'est celui-ci. Donc, bah, il est très similaire à celui des faces, hein. Pardon, des vertex. Donc on commence par un caractère F, et ensuite on a, au moins 3 groupes, d'integers qui sont précédés par, 1 ou plusieurs espaces, et la ligne peut se terminer par un nombre arbitraire d'espaces. Alors là, notez que j'ai mis 3 virgules et j'ai fermé l'accolade. Ça veut dire qu'on en a 3 ou plus. Voilà, quand on met pas de 2e borne, dans cette syntaxe-là. Donc là, on a fait correspondre cette ligne-là. Bon alors, celle-ci, il suffit juste de rajouter donc dans ce groupe-là, qu'il peut y avoir ensuite un slash ou 2 slash, hein, c'est 2 versions alternatives, et ensuite à nouveau un integer. Et enfin la dernière, et bah, on reprend la même logique, cette fois-ci, un integer avec précédé d'un ou plusieurs espaces, slash un autre integer, slash un autre integer, et ça forme un groupe qui est défini, enfin, qui contient 3 ou plus d'éléments. Donc maintenant qu'on a ça, on a, bah, une fois qu'on aura écrit ça dans le code C++, on sera en mesure d'avoir un vertex buffer et un index buffer qui correspond à la liste de nos faces. Donc maintenant, comment on fait le tracé d'un polygone? Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc si on a un index i qui correspond donc à une face, la face numéro i, et bien la face i, on la retrouve dans l'index buffer, on prend l'élément i de l'index buffer, et ça nous donne un vecteur de integer. Donc ça donne plusieurs integers, et bah, les sommets en fait sont indexés par ces différents integers. Donc admettons qu'on a dans ce cas-là un triangle. Donc le premier sommet S1, bah, on le retrouve, donc dans l'index buffer à l'index f de 0. D'accord? Donc c'est, le premier élément de ce vecteur-là nous donne l'index à aller regarder dans le vertex buffer pour trouver les coordonnées 3D du premier sommet de notre face. Donc ça, on a notre premier sommet, on répète l'opération pour le deuxième sommet et puis pour le troisième sommet jusqu'à atteindre la fin du vecteur,
et ainsi on aura retrouvé, pardon, l'ensemble des sommets qui correspondent à notre face. Et ensuite le dernier travail qui nous reste à faire, c'est de tracer le contour de ce polygone-là. Donc, pour ce faire, c'est simple. Alors on va ignorer pour cette vidéo-là la coordonnée Z. On va considérer que la caméra est alignée avec, l'axe, Z, et on va tracer tout ce qui est dans le plan XY ensuite. On va pas considérer de perspective et cetera, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc en ignorant, la coordonnée Z, on se retrouve ainsi à tracer une ligne entre, le sommet S1 aux coordonnées XY et le sommet S2 aux coordonnées XY. On répète l'opération pour, relier le sommet S2 au sommet S3, et enfin il faut boucler. Donc on relie, dans le cas du triangle S3 à S1, et dans le cas d'un polygone, avec un nombre arbitraire de sommets, le dernier sommet de la liste avec le premier sommet de la liste. Et ainsi, on a notre, tracé en fil de fer de notre, géométrie. Donc maintenant, en voyant comment on implémente ça, on se retrouve avec notre IDE. Ok, alors on se retrouve avec notre IDE sur le code qu'on avait laissé la dernière fois. Donc j'ai déjà commencé par faire une petite réorganisation. Je vais mettre les sources dans un dossier SRC. Donc on a main, bitmap et cpp et h, move. Et ensuite, je vais retirer les fonctions de tracé de ligne de main et les mettre dans un fichier séparé, donc new file. On va l'appeler draw.h et draw.cpp. Voilà. Draw. Donc, pragma once. Et je vais prendre mon fichier main et je vais déplacer les éléments qui m'intéressent. Donc ça, je vais l'appeler traceLine, et l'autre, je vais lui laisser son nom originel. Donc ça, on coupe et on met ça dans draw.cpp. Là-dessus, il faut que je mette un include, draw.h. Hop. Et je mets les prototypes dans draw.h. Voilà. Voilà. Alors dans draw.h, on a besoin du type BMP color. Donc je vais faire un include BMP bitmap. C'est bitmap.h, c'est ça, bitmap.h. Je vais le mettre dans le path. Donc dans CMake on fait target include directories, gen image, private, src. Ok. Ça c'est bon, il faut que je change maintenant les chemins vers les dossiers src, donc il y a src/main.cpp, src/bitmap.cpp, et on vient de rajouter un fichier qui s'appelle draw.cpp. Donc ça c'est l'ensemble des fichiers à compiler, très bien. Donc ensuite, draw.h, draw.cpp, c'est tout bon. Je vais dans le main faire un include draw.h. Ok. Et ça s'appelle traceLine dorénavant. TraceLine, ok. Et ça a l'air pas mal, ça. Est-ce que je n'ai rien oublié? Si, là j'ai oublié des fonctions de maths. Donc on avait cmath, cstring, cstdint. J'ai probablement besoin de cstdint dans le h et pas dans le cpp. J'aime bien les mettre comme ça. Ok. Donc là, il me semble qu'on a tout. Là, on n'a plus besoin de ces maths, hein, que je dise pas de bêtises. On n'a plus besoin de... Enfin, ça, je vais le garder. Ces strings, on en a besoin parce qu'il y a bien 7. Parfait. Donc là, on peut essayer de compiler, voir si ça fonctionne. Toc. Alors, il y a des problèmes. Swap. Ah, swap, c'est dans algorithme, je crois. Include algorithm. Ok. Ok, ça fonctionne. Donc voilà, je vais mettre le lien dans la description pour que vous puissiez utiliser le même point de départ que moi, et on est parti pour supporter l'OBJ
dans notre petit code. Ok, donc on se retrouve maintenant avec ce code qui est propre. Donc je vais créer un nouveau fichier qui va s'appeler obj parse loader, objloader.h et objloader.cpp. Je pense bien à ajouter ça dans mon CMake-list. Donc ici, il faut que j'ajoute src/objloader.cpp. Ok. Et donc, pragma once. Donc on va créer notre parseur de fichiers obj. Donc, on va déjà créer une classe, enfin une structure plutôt. Ce sera pas forcément l'endroit où il va rester, mais pour l'instant on va en avoir besoin ici. Donc je vais la créer là, une structure .3D qui contient x, y, z. Je vais mettre aussi w. Je vais expliquer à quoi sert ça, quoi sert la coordonnée w plus tard. Mais pour l'instant on va pas s'en occuper. Classe. Je vais montrer comment ne pas avoir à s'en occuper. Donc on va créer une classe qui s'appelle loader, objloader, pardon. Et j'oublie pas mon petit point virgule à la fin. Et le objloader, quand le constructeur va prendre un chemin vers un fichier à loader, file name. Ok. Et on avait vu, donc alors je vais avoir besoin ici de vector. On avait vu, donc ça c'est les membres publics. Ok, et private, on va avoir besoin d'un vecteur de pnt3d qui va s'appeler vertex buffer et un second vecteur de vector, std vector de integer qui va être notre, je ferme les chevron index buffer. Ça contient les faces, ça. D'accord. Ok. Ensuite, on va commencer dès maintenant à écrire l'implémentation. Donc je mets ça, je vais virer ça, hop là. Et là, je vais faire un include objloader.h. Ok, j'ai oublié loader. Ok. Oublié le ER à la fin. Loader. Ok. Donc, mon constructeur. Const char star file name. Ok. Donc pour l'instant, on n'a pas grand chose à y mettre, sauf que on va déjà ouvrir notre fichier. Donc je vais ouvrir ça avec c'est quoi? C'est std include. Ok, include fstream, ouais c'est ça. Donc std fstream, non c'est je crois que je peux mettre ifstream directement. File obj. Et là, je vais lui spécifier le nom de mon fichier. Je crois que c'est même pas nécessaire parce que du coup c'est un in déjà. Bon, s'il se plaint pas, je vais garder ça comme ça. Et à la fin, alors je vais déjà vérifier s'il est ouvert. Donc s'il a réussi à l'ouvrir. Is open. Et là, je file obj close. Je le ferme. Et sinon, alors je vais prendre une classe qui génère des exceptions. Include cd except. Et là, si jamais j'ai pas réussi à l'ouvrir, je vais faire un throw. Je vais lancer une exception. std runtime error. Could not load the obj file. Ok. Ok, très bien. On est paré. Donc, je vais définir. Je vais déjà définir en string et puis on verra ça si je les mets après en. Donc, ma première regex qui s'appelle, qui sert à parser les flottants. Donc là, je reprends ce que j'ai mis dans les slides.
Ok, alors, il y a un plus ou un moins, éventuellement, au début, et ensuite, alors je vais faire directement un groupe, ça va me simplifier la tâche. Et ensuite, il y a deux cas possibles. Alors, plutôt comme ça. Toc. Et ça va être les deux cas. Donc, soit que je réfléchisse, soit j'ai des digits qui sont éventuellement suivis par un point et potentiellement des digits, un nombre habitable digit, mais ça c'est pas obligatoire. Soit je commence par un point et j'ai une suite, alors il faut mettre deux backslash pour échapper le backslash dans notre string, et j'ai une suite de digits qui est au moins égale à 1. Alors, je crois que je ne me suis pas planté. Ok, donc ça normalement c'est bon. Est-ce que je l'ai fermé? J'arrive pas à voir si je l'ai fermé ou pas. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ok. Et ça logiquement. Ah là là. Bon, je verrai à la compilation, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Si normalement c'est bon, ça va être ça. Et ensuite, j'ai éventuellement une partie en puissance de 10 qui contient un E minuscule ou un E majuscule, éventuellement un signe positif ou négatif, et une suite de digits qui est moins égal à, enfin qui est supérieur ou égal à 1. Donc là, je pense que j'ai ma regex qui est correcte. Donc ensuite, je crée une autre string qui va contenir la regex pour le integer. Int. Attends, je fais n'importe quoi. Int regex str égale. Donc ceci est beaucoup plus simple. Donc un signe plus ou un signe moins au début et un nombre de, alors backslash t, un nombre supérieur ou égal à 1 de digits. Ok, je crois que j'ai, non, si j'ai mis le point virgule, c'est parfait. Ok, donc alors je vais ajouter un autre notre include aussi, c'est regex pour regex, celui-ci le dernier, pour pouvoir utiliser les regex. Donc ensuite, eh bien, on va essayer de voir progressivement si ça fonctionne. Donc on va déjà essayer de voir si si on arrive à reconnaître quand il y a des vertex dans notre fichier. Donc const std regex, ça c'est un type regex du coup, et vertex regex. Donc la regex de vertex, la ligne commence par un V, elle se termine par une, alors backslash s, une suite d'espaces éventuellement, c'est pas obligatoire, et ensuite au milieu, on a donc devant chaque groupe, chaque flottant, on a un ou plusieurs espaces, et un flottant. Et ça, c'est répété 3 ou 4 fois. Ok. Donc là, j'espère que ça marche. Bah déjà, on va faire... on va y aller progressivement. Alors, string line et while std getLine. Donc je vais chercher une ligne dans mon fichier obj, file obj, et je vais l'écrire dans line. Ok. Donc ça c'est bon. Ok. Bah pour l'instant j'ai juste affiché ma ligne pour voir si ça déjà ça fonctionne. And L. Ok.
Alors, je vais rajouter pour l'instant, je vais mettre un to-do remove, include IOStream. Ok. Pour le debug, ça va nous être utile. Ok. Donc ça c'est bon. Et dans mon main.cpp, alors j'ai plus besoin de tout ce code là. Donc pour l'instant je vais juste le commenter. Ok. Et je vais à la place prendre un argument sur la ligne de commande. Alors if argc inférieur à 2. Donc si il y a moins de 2 arguments, donc il y a un argument pour le programme et un argument pour le fichier obj à parser. S'il y a moins de 2 arguments, je dis, bon c'est pas une erreur, je dis juste usage. Ok. Ok. Donc là, arg v de 0, ça c'est le nom du programme. Et maintenant je vais directement obj file. Ok. Et là, return 0. Ok. Déjà, on va tester si ça fonctionne correctement. Donc, je l'ai ici. Je regarde si c'est la bonne console. Non, c'est pas la bonne console, c'est celle-ci. Ok. Ok. Donc, je vais sur Build. Ninja. Bon, ça commence bien. Frame buffer. Bah oui, d'accord. Ça, faut que je commente. Ok. GenImage. Ok, parfait. Et si je refais GenImage test. Ok. Il n'y a pas de message. Donc je vais déjà créer un fichier obj basique. Donc test.obj, je vais appeler par exemple. Ok. Et là-dedans, je vais mettre un triangle 10, 10, 0. Qu'est-ce que j'ai mis dans l'exemple 80, y égale 10, 0, 60, 60, 10. Non. 60, 60, 0. Face 1, 2, 3. Ok, j'enregistre. Donc test.obj. Là, il m'affiche rien, c'est normal. Et maintenant, je vais appeler. Donc, il faut que je lui fasse un include ici. obj loader. Ok. Et ensuite, j'ai créé un objet obj loader. Et je vais lui donner argv de 1. Ok. Donc, si je fais ninja ici, ok, ça fonctionne. Et il m'affiche bien chacune des lignes du fichier. C'est parfait. Donc on est sur la bonne voie. Donc maintenant que j'affiche chacune des lignes, je vais voir si la ligne correspond à cette regex là. D'accord? Donc je vais faire std match matches. Donc, ça c'est pour faire matcher ma regex et le résultat du match de la regex. Et je vais faire if std regex match. Donc là, en premier argument, c'est la ligne à parser. Ensuite, le retour du parsing et la regex en question. Donc, ok, donc si ça match la regex vertex, donc celle-ci, je vais afficher un petit message qui dit found a vertex. Ok, maintenant voyons si ça fonctionne. Ok, c'est parfait. On a bien reconnu une vertex à chaque fois. Alors je peux essayer de voir si ça fonctionne, si je mets des trucs un peu plus bizarres. 0, point, E, 0. Voilà. On va voir si ça fonctionne toujours. Ok. Ah oui, non mais c'est normal, j'ai pas modifié, mais voilà. Ok, ça fonctionne très bien. En tout cas, de ce que je peux voir, ça fonctionne bien. Donc maintenant, écrivons... Alors là, ce qu'on va faire en fait là-dedans, c'est qu'on va faire... on va prendre en charge la face. Donc je vais le faire directement, read vertex line.
OK. Et je vais rajouter dans ici une fonction qui s'appelle readVertex qui prend en argument un string. OK. Qui s'appelle str. Voilà, très bien. Et là-dedans, il faut que je la définisse aussi. obj loader. readVertex. Il faut que je dise que c'est du void. Et ça prend un argument string str. OK. Très bien. OK. Donc maintenant que j'ai celle-ci, je vais écrire juste. Je vais écrire les 3 autres qui me restent à écrire pour matcher mes face. Donc, je vais construire comme ça pour que ce soit plus simple à lire. String face group grp. Donc une face group où il y a un attribut integer et il y en a 0 ensuite. OK. Face grp, il y en a 1, 1, 1, 0, 1. Const std string face group. Et là, les 3 attributs ont été renseignés. Très bien. Donc, écrivons déjà celle-ci. Le face group, il commence. Il est constitué juste d'un integer. Donc, int regex. OK. Celui-ci, en revanche, il y a un integer. Au milieu, il peut y avoir un slash ou 2 slash. 2. Et ensuite, il y a à nouveau un integer. Et la dernière, c'est facile, c'est int regex plus slash plus int regex string plus slash plus int regex string. OK. Normalement, ça c'est bon. OK, ensuite, je vais créer les regex qui correspondent à ça, donc avec cette même structure-là. Donc, const std regex face group 100 regex. Donc, c'est une ligne qui commence par un F. Ensuite, elle se termine par des espaces éventuellement. Et ensuite, on a 3 ou plus éléments qui sont les différents trucs. Alors, oui, 3 ou plus éléments qui commencent par un espace ou plusieurs et qui contiennent du coup ce groupe-là, ces groupes-là. Je sais pas si on peut les mixer dans le standard OBJ, je pense. J'espère pas. Parce que là, c'est pas capable de le faire. OK. Ça me paraît très bizarre de pouvoir les mixer en vrai. Pourquoi on noterait des attributs sur une géométrie et pas sur une autre. OK. Ça, normalement, c'est correct. OK. Je vérifie sur mon anti-sèche. Ouais, c'est bon, c'est ça. Bon, de toute façon, on verra l'exécution. Donc, si j'ai matché une ligne, je dis ça. Si j'ai matché match, donc si ma ligne, elle correspond à face group ça, std cout fond face. Donc, je vais dire ça pour l'instant. OK.
Je répète l'opération pour les différents. Moi, je peux les copier. Hein. Je sais que j'aime pas faire ça, mais nul besoin de s'embêter trop pour le debug. Et oui, bon, alors si je vais, il n'y arrive pas avec le clavier. Ok, et là, on a dit, on a matché ça. Alors pour tester, je vais faire un fichier OBJ qui est faux. Mais bon. Ok. Et le dernier cas, il y a des integers au milieu. Ok. Ninja. Alors, out of line declaration, read, elle correspond. Ah oui, le string, il faut le mettre là du coup. Un string. Ok. Et parce que j'ai utilisé un string ici. Voilà, et il faut bien que je lui dise d'aller chercher string. Du coup, j'ai dû l'inclure autre part, c'est pour ça qu'il s'est pas plaint ici. Ok, donc là j'ai build mon truc, je vais essayer de les réexécuter. Alors ça n'a pas marché. Pourquoi ça ne marche pas? Alors, est-ce que je ne suis pas planté à la fin là? Non, ça a l'air d'être correct ça. Integer. J'ai bien ça. Ah oui, mais attends, j'ai oublié ça. Il n'y a pas forcément de signe devant. D'accord. Donc, ok. Ok, là ça fonctionne. Donc là, il y a bien une face avec un seul attribut par vertex. Là, il y a deux attributs par vertex. Là, à nouveau, il y a deux attributs par vertex. Et là, j'ai trois attributs par vertex. Ça fonctionne, super. Bon, alors maintenant, il faut rajouter les fonctions correspondantes là-dedans. Puis on va écrire leur implémentation. Donc, je vais appeler ça void read face. Je les ai collés ou j'ai mis face, oui. Bon, je vais mettre underscore 100. Ok. Const std string str. Ok. Ok. Et 1. Je vais faire ça. Et je vais définir leur implémentation. Ok. Là. Ouais, ça c'est super. Et faut pas que j'oublie ça. Ok. Et appeler la bonne fonction à chaque fois. Donc ça, je peux retirer mon debug. Ok. Read face line. Read face line. Read face 111 line. Ok. Bon. Là, en grosso modo, je crois que tout est bon ici. Il ne reste plus qu'à écrire, ici, les fonctions correspondantes. Donc, pour ça, on va agrandir un petit peu ici. Et ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser une autre fonction dans la librairie de regex qui s'appelle qui permet de chercher dans une string les occurrences d'un élément. Donc, j'ai utilisé une string qui s'appelle search str qui va être initialisée avec le contenu de str. Et ensuite, while, une boucle while. Donc, il faut que je mette les matchs. Il faut que je définisse smatch, match. Ok.
Je vais avoir besoin de cette regex là. Ok. Ok, alors ça je vais mettre au début. Ok. Et je vais avoir, bah pour l'instant je vais faire comme ça déjà. Ok, donc while. Donc tant qu'on trouve dans ma string regex search, search string, tant qu'on trouve dans cette string là des éléments à matcher, on continue. Float regex. Ah oui, mais alors du coup c'est pas une regex. Hein. Ok. String float regex. Ok, tant qu'on trouve des éléments à matcher, eh bien, on traite l'élément. Donc, une fois qu'on a trouvé un élément matché, il faut faire avancer la search string vers la fin. C'est matches.suffixe vers la fin de ce qu'on a matché. Donc, .str, sinon ça fait une boucle infinie. On va matcher tout le temps le même élément. Ok. Et on va déjà voir si ça a bien fonctionné, ça. Donc je vais faire std cout matches de 0, std endel. Je vais te mettre un petit truc avant. Found. Ok. Voyons ce que ça donne, ça. Ninja. Ok. Ça a l'air de bien marcher correctement. Maintenant, je vais faire un autre truc. Je vais essayer de voir si je fais std s2f. Si quand j'utilise cette fonction-là, ça me donne bien un flottant. Parfait. Très bien. Très très bien. Et bien maintenant, bah alors, on a réussi à lire les différents éléments de notre vertex. Donc là, on a celle-ci, x, y, z. Il ne suffit plus que de les rajouter au vertex buffer. Donc, je vais créer un point 3D, pnt, 0, xy, x égale 0, y égale 0, et w, enfin, z égale 0, et w égale 1. Et ça, vous occupez pas de w pour l'instant, il faut qu'il soit égal à 1. Donc maintenant, eh bien, il faut que je compte à quel élément je suis dans mon parsing. Donc x égale 0. Et là, je fais plus i. Ok. Donc maintenant, je vais faire un truc. Je vais faire comme ça. pnt.x. Je prends le pointeur vers ça et j'avance de is éléments. Donc ça à 0, et ben ça va toucher à x, à 1 ça touche à y, voilà, et ainsi de suite. Donc ça c'est sds2f matches de 0. Ok. Et là je peux même faire en sorte... Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Ok. Je vais même faire en sorte de l'afficher à la fin. std cout parsed point pnt.x pnt.y pnt.z. Ok, parfait. Donc Ninja. Ok, c'est parfait, ça fonctionne. Donc la petite astuce ici, c'est que une fois qu'on a fait ça, il faut renormaliser x, y et z par w pour que w soit égal à 1. Alors s'il est égal à 0, ça risque de poser problème, mais c'est un cas qu'on n'est pas censé rencontrer. Donc point.x
point.w. J'aurais peut-être pu faire une boucle for, ça aurait été un peu plus propre. Bon. Ok. Et point.w égale 1. Ok. Ça c'est parfait. Et ensuite, eh bien du coup, vertex buffer, point pushback, point. Ok. Donc là, on a parsé toutes nos vertices, pardon. Alors je peux faire ça un peu plus proprement. Hein. Ici, je peux faire une boucle for. Int i égale 0. La condition, c'est qu'on arrive à ça et i++. Ok. Très bien. Parfait. Donc là, normalement, si j'exécute, j'ai plus de soucis. J'ai pas de soucis. Ah, ok. Pas d'erreur. Ça fonctionne. Donc maintenant, eh bien, attaquons-nous aux différentes faces. Donc je vais avoir besoin de la regex integer. Alors je fais pas du code optimal, hein, je vous préviens. Ok. Je devrais factoriser ça normalement. Ensuite, je suis dans le cas où j'ai... Alors, le premier cas, il y a un seul integer, donc le face group, il est égal à ça. Donc là, je peux directement... je vais mettre... comment ça? Je vais mettre face group. Et ça va être une regex. Ok. Et on reprend la même chose ici que ici. Ok, c'était des strings search string égale str. Je fais un déplacement en mémoire pour les matchs. Et je fais une boucle for aussi. Non, je vais faire un while, là c'est pas nécessaire. While in, bah du coup, std regex search str. Les résultats vont être dans matches et ce que je veux matcher c'est un face group. Ok. Très bien. Alors là, ce que je vais faire ici pour que ça aille un peu plus performant quand même, je vais récupérer une référence vers un vecteur de int. Et je vais l'appeler current polygone. Et ça va correspondre... Alors, je fais ça, pas ça dans l'ordre. Donc, l'index buffer. Déjà, on avait une nouvelle face. Donc, l'index buffer, index buffer, il faut qu'on le resize de index buffer.size plus 1. Ok. Et ça va être donc, du coup, là on vient de le resize, on vient d'ajouter un élément dans ce index buffer. Donc, ça va être mon dernier élément. C'est quoi? Je sais jamais, c'est back. Voilà. Donc ça va être le dernier élément de notre index buffer. On récupère une référence dessus. Et ainsi, on va pouvoir éditer cet emplacement-là dans notre index buffer. Donc pushback. Alors déjà, je vais voir. Je vais pas faire ça. Je vais déjà vérifier que ça parse correctement. Cout. Donc c'est match is de 0. Ok. Ok, voyons ce que ça donne ça déjà. Ok, c'est pas bon parce que là j'ai fait une bêtise, j'ai oublié d'avancer ma chaîne de caractères ici. Donc search str égale matchis.suffixe
.str. Ok. Non, faut que je recompile. Ok, c'est parfait. 1, 2, 3, ça fonctionne bien. Donc, du coup, mon current de polygone, pushback, std, s2i. Donc ça, c'est pour convertir une string en integer, match is de 0. Donc ça, c'est bon, logiquement. Alors, attention, hein, souvenons-nous que dans l'OBJ, les index commencent à 1, alors que nous, on va avoir besoin d'index qui commencent à 0. Alors, il y a une autre petite subtilité dont je n'ai pas parlé, c'est qu'on peut avoir des index négatifs. Donc, pour l'instant, ce que je vais faire, je vais plutôt faire comme ça, je vais faire plutôt int vertex index égale ça, du coup. Je vais faire juste ça. Ok. Et maintenant, je vais faire un if vertex index supérieur à inférieur, ouais, supérieur à 0. Faire comme ça, else, et je vais faire stdc error do not support negative indices for now. DNDL. Alors, faut que j'aille vérifier. Donc là, du coup, on a notre vertex index. Donc ça, on le rajoute à notre liste. Et on y retranche 1 pour commencer à 0. Que je dise pas de bêtises. S'il est négatif, du coup, il doit partir de la fin. Bon, c'est pas testé. Hein. Current polygon.pushback. C'est du coup vertex buffer.size moins vertex index. Logiquement, c'est ça. Hein, si je suis à moins 1, ça te prend le dernier élément. Ouais, non, ça va être ça. Ok. Ça ne modifie pas, je peux le mettre en const. Parfait. Donc voyons si ça compile déjà, ça. Ok. Ok. Donc, on a supporté ce type de face-là. Maintenant, il faut supporter d'autres types de faces. Alors, j'ai... alors, face group. Donc, const std regex. Face group. Cette fois-ci, la regex, elle est égale à int regex string plus slash, il y en a un ou deux, plus int regex str. Alors, d'accord, j'ai mis comme ça, parfait. Donc, on va reprendre exactement la même structure hein, ici. Ça ne change pas. Je triche un peu, je copie-colle, ce qui n'est pas une bonne chose à faire. Hein. Ok, donc ça c'est parfait. Alors, je vais montrer juste, pour être sûr qu'on matche bien le truc. Donc, match is de 0. Là, normalement, ça affiche l'ensemble des éléments, l'ensemble de ce groupe-là. Et moi, je veux le premier élément. Donc, normalement, je pense qu'il faut que je fasse ça, si je dis pas de bêtises. Alors, je vais mettre un truc pour le distinguer. Ok. Et ne pas oublier de faire search str égale à matches.suffixe.str. Ok. Alors, est-ce que ça me fait un truc correct mec. Non, c'est ninja. Ok. C'est bon. Effectivement, voilà. Il va m'envoyer tout le groupe alors que moi j'ai le premier élément du groupe. Ok, très bien. Donc, c'est pareil. Hein. En fait, ça ne va pas changer. Donc ça, je vais garder ça. Et
const int vertex idx égale std s2i matchis de 1. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Voilà, ok. Et il ne reste plus que celle-ci. Bah là, ça va. Pareil, je vais prendre le raccourci, le mauvais raccourci du copier-coller. Ok. Et ça, c'est comme ça. Là, logiquement, c'est bon. Je vais faire quand même un std cout vertex index std endl. Là, logiquement, ça va fonctionner. On va voir ça. Parfait. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est bien. Ok, donc ensuite, à la suite de... Enfin, une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on a nos deux vertex et index buffer, enfin notre vertex buffer et notre index buffer, qui sont à présent, bons, quoi, hein, contiennent nos éléments. Ok. Du coup, je vais juste faire une fonction supplémentaire, enfin deux accesseurs. Donc const std vector de pnt3d qui va nous donner une référence vers mon vertex buffer, vertices, et je vais faire, ça c'est modifie pas la classe, return vertex buffer, et const std vector de integer, référence, indice, oh je vais appeler ça polygons, const return index buffer. Ok, parfait. Donc maintenant que j'ai ça, normalement, je vais pouvoir... Alors déjà, je vais retirer ces trucs-là. Je vais pouvoir tracer mon premier polygone. Ok. Donc on va sur main. J'ai mon loader qui fonctionne bien. On va créer notre bitmap. Ok, ça reste pareil. On met tout à 0. Et j'ai pas de BMP si, voilà. BMP color, je vais l'appeler, je vais mettre ici. Donc ça, c'est la couleur de ma ligne. Je vais la mettre en mode rétro. Rouge. Pardon, vert. Un vert parfait. Et ensuite, eh bien, il me reste plus qu'à tracer mes faces, mes différents polygones de mon fichier OBJ. Donc pour ça, je vais faire une boucle for std vector de int. Ça va pas être modifié, donc ça va être un const. Je sais que je peux mettre des autos, hein, mais j'ai horreur de ça. Ok. Oh, cela dit, dans une boucle for, ça serait une bonne justification. Donc ça va être une face, d'accord? Donc je vais faire obj, non c'est loader, polygons, ok. Et ensuite, eh bien, il faut que j'itère sur cette face-là pour tracer les lignes, le contour de la face. Donc for, je vais appeler size_t, ouais, i égale 0, i inférieur à face.size, plus. Donc j'ai besoin de deux éléments. C'est le const pnt3d, le sommet, le premier sommet que j'appelle S0. Donc ça correspond du coup à vertex. Non, alors c'est le loader. Alors je vais mettre un petit raccourci ici. Const std vector de pnt3d. Vertices
Ça c'est égal à loader.vertices, ok. Donc vertices de ok. Const pnt3d s1 égale vertices à l'index face de i plus 1. Alors, petite subtilité ici, c'est que je vais dépasser la mémoire si je fais ça. Alors je fais ça et je boucle derrière. On va faire ça pour l'instant. Ok. Et ensuite, on va faire un draw. C'est comment que je l'appelais? C'est line name? Non, traceline. Traceline. Je la renommerai sans doute un jour ou l'autre. Frame buffer, width, height, line colonne. Donc, frame buffer. Width, height. Line color. Alors. Ok. Et ça, du coup, c'est entre mon point S0.x, S0.y et S1.x, S1.y. Ok. Et là, il faut pas oublier de boucler ensuite. Du coup, c'est faces.front. Attends. Non, point last. Oui, last. Bon, ça n'a pas d'importance, hein, mais... Attends, c'est quoi? C'est back? Ok. Point front. Ok. Ça devrait me tracer mon triangle, logiquement. Donc j'itère sur mes différentes faces. Et chacune des faces est composée de différents sommets. Et je trace entre le sommet S0 et le sommet S1 et je boucle à la fin. Ok, voyons ce que ça donne ça. Ninja. Ok. Je vais ouvrir l'image. Comment ça s'appelle? C'est test.bmp. Faut que j'arrête d'appeler tout test. Alors non, c'est pas bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui, il faut que j'enregistre mon... Voilà, oui, il faut que j'enregistre mon image et que je... Ça, je peux retirer. Ok. Ninja. Ok. Et ben voilà, mon triangle. Il est petit, hein, c'est normal. Il est tout en bas à gauche. Je peux l'agrandir de pas mal, hein. Donc si je fais... allez, on va faire... Il va de 10 à 500. Et on va mettre ça à 250. Et 600 en hauteur. Pas 6600. Donc là, si je refais le tracé... Ah oui, d'accord, fantastique. Ok. Si je retrace, je réexécute sur ce truc-là, et ben voilà, ça fonctionne bien. Ok. Donc on a fait la première grosse partie de ce tuto. On va voir la deuxième partie qui permet en fait d'afficher correctement notre mèche, parce que je vais vous montrer ce qui se passe. Si par exemple je dis maintenant... Est-ce que je peux pas prendre un... Ouais, je vais faire comme ça. On va faire un triangle qui dépasse notre image. Hop. Alors je vais retirer les printf d'ailleurs. Ok. Ok, supprimer. Et ça, je peux supprimer. Ok. Alors, ça va rien changer parce que c'est que du printf. Ok. Et bah là, du coup, mon triangle, il dépasse les limites de l'image. Et moi, j'aimerais bien qu'il s'affiche dans les limites de l'image, ce qui va tout permettre ensuite d'afficher un mesh plus compliqué.
Donc je vais vous montrer un exemple d'un mesh que j'ai envie d'afficher. Je vais prendre Blender. Ok, next. Je supprime tout ce qu'il y a dans ma scène. Je rajoute le monkey. D'accord. Donc là maintenant je peux faire File, Export OBJ. Alors c'est en Repositories Tuto YouTube et c'est en Build, je vais l'appeler Monkey. Monkey.obj. Ok. Export. Don't save, j'ai pas besoin d'enregistrer ça. Monkey.obj. Alors là, il n'y a rien qui s'affiche. Alors je peux bidouiller, hein. Je peux bidouiller, alors je regarde un peu à quoi ça ressemble, hein. Donc c'est des toutes petites coordonnées. Ok. Donc dans mon main, ce que je vais faire, c'est que ici, j'ai multiplié ça par 200, 200, 200, 200. Ok. Ok. Est-ce que ça marche? J'ai pas testé. Ah oui, il faut que je compile, là, évidemment. Ninja. Ouais, bah, on commence à voir quelque chose. D'accord? Mais là, on se rend bien compte que bon, c'est un peu laborieux, hein, parce qu'il faut tweaker à la main. Nous, ce qu'on veut, ce qu'on voudrait, c'est que bah, le mesh s'affiche directement dans les bornes de notre image. Euh, donc, voyons comment on fait ça maintenant avec un petit peu de géométrie basique. On se retrouve devant les slides. Alors, on a vu qu'on avait un problème pour afficher l'ensemble de notre géométrie sur notre image. Donc, on voudrait afficher tout le mesh qui est contenu dans notre fichier OBJ, et pour cela, il va falloir adapter la taille du mesh pour qu'elle rentre dans notre image. Alors, petites observations déjà, on peut calculer les limites, la bounding box de notre mesh, ymin, ymax, xmin, xmax, en prenant à chaque fois le min et le max de chacune des coordonnées, et en accumulant là ça sur l'ensemble des vertex. Et ensuite, on connaît aussi la taille de notre image. Donc, le but du jeu, là, ça va être de faire passer cette boîte-là, de la réduire ou de l'agrandir, de la décaler, etc., afin que ça rentre dans notre image. Donc, on va passer, nous, par une représentation intermédiaire qui s'appelle le NDC, Normalized Device Coordinate. Donc, on va faire passer notre géométrie, cette géométrie-là, on va la faire rentrer dans cette première fenêtre. Et cette fenêtre-là, ensuite, eh bien, on va la faire rentrer dans notre image. Donc, première étape, de la géométrie à la NDC, et ensuite de la NDC à l'image. Donc, premièrement, voyons comment on fait pour transformer la géométrie la faire rentrer dans la NDC. Donc, première chose à observer, c'est que on a une géométrie qui part de xmin et xmax, on a ignoré z, et de ymin à ymax, et ça nous donne un point central, ici, C. Et ce point central, ce centre de cette boîte-là, eh bien, on veut le placer en 0 dans notre NDC. Les coordonnées de ce centre-là, on peut les calculer, ça vaut xmin plus xmax sur 2 pour x, et ymin plus ymax sur 2 pour y. Donc, une fois qu'on a ce centre-là, bien, il suffit de faire une translation. Donc, on applique une translation à chacun des points de notre mesh, afin que la boîte englobante du mesh soit centrée en 0. Et ça revient à dire que les bornes de notre mesh sont entre xmin moins cx et xmax moins cx. C'est une translation de moins cx pour x et moins cy pour y. Donc toutes les coordonnées vont être transformées ainsi. On va avoir x' égale xmesh moins cx et y' égale ymesh moins cy. Et ainsi, on garantit bien qu'on a notre centre à 0. Alors ça, finalement, on peut faire une observation, c'est que si on a centré notre mesh, on va avoir la boîte englobante qui va être entre une coordonnée xmax moins xmax prime et plus xmax prime, et pareil pour y.
puisque maintenant tout est centré par rapport à 0. Alors, la deuxième étape, c'est d'appliquer un scaling, une redimension de cette image-là, un zoom, quoi, hein, pour que ça rentre dans notre NDC. Alors, la première chose qu'on pourrait se dire, c'est les y, on divise tout par y max, et on a bien des coordonnées entre -1 et 1, et pour x, on divise tout par x max. Le problème, c'est que si on fait ça, évidemment, si notre mèche de départ n'est pas carrée, on va avoir déformé notre mèche, l'affichage va pas être correct. Va pas être fidèle aux ratios initiaux. Donc on va pas faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir faire un scaling dans lequel on applique le même facteur de scaling pour x et y. Et on peut déterminer 2 facteurs de scaling, un scaling en x qui est 1 sur x max prime, et un scaling en y qui est 1 sur y max prime, afin que soit x soit y rentrent entièrement dans la fenêtre de NDC. Notre scaling S, ça va être le min entre ces 2 scalings-là, ce qui veut dire finalement que on veut agrandir ou rétrécir notre image afin que l'ensemble d'un des bords rentre complètement dans notre NDC, et sur l'autre, il va y avoir un peu de place perdue. Donc si on applique cette formule-là, on a au final une première translation, ainsi, et une deuxième étape qui est un scaling. Et ainsi, on se retrouve bien avec nos coordonnées, on va bien transformer notre coordonnée x mesh, y mesh dans la fenêtre NDC qui est comprise entre -1 et 1 pour x et y, et centrée en 0. Donc voilà, ça on a vu comment on fait pour passer de la géométrie à la NDC. Deuxième étape, comment on fait pour passer de la NDC à l'image. Donc, première chose à observer, on va faire notre scaling en premier parce qu'on est centré en 0, ça va nous faciliter la tâche. Donc la largeur de la NDC, elle vaut 2 et la hauteur, elle vaut 2, puisqu'on part de -1 et on va jusqu'à 1. Donc pour scaler cette image-là dans les bornes de l'image, on va déterminer le facteur de scaling à nouveau qui a un min entre le scaling en x et le scaling en y, et on applique ce scaling à toutes les coordonnées NDC. Donc là, on va se retrouver avec des coordonnées qui sont entre -s screen, j'aurais dû le renommer correctement, -s image en fait, -s image et s image. Donc toutes les coordonnées sont comprises. On est sûr qu'on a toutes les coordonnées de notre x', y' maintenant qui sont dans ces limites, voilà, dans ces bornes. Et la deuxième étape à effectuer cette fois-ci, c'est de faire en sorte que ce point, ce centre, il se retrouve au centre de notre image. Et à nouveau, le centre de l'image, c'est assez facile à calculer, c'est la largeur divisée par 2 et la hauteur divisée par 2 pour y. Comme la dernière fois, cette fois-ci, on fait, après le scaling, on fait une translation pour déplacer cette boîte-là à l'intérieur de notre image. Donc la translation, elle consiste à appliquer sur x ce facteur-là, rajouter width sur 2, et sur y, rajouter height sur 2. Donc on résume. Première étape, scaling. On se retrouve avec donc xNDC fois S-image et YNDC fois S-image qu'il faut cette quantité-là. Et deuxième étape, translation. Et ainsi, on a bien notre image qui est centrée, notre mesh, pardon, l'affichage du mesh est centré dans notre image, et l'ensemble des points est affiché et contenu dans les bornes de notre image. Donc, première étape, géométrie à NDC avec cette formule-là. Et deuxième étape, NDC à image avec ces formules-là. Alors, il va falloir qu'on trouve la boîte englobante du mesh, en premier lieu. En second lieu, on va faire une transformation des coordonnées du mesh vers les coordonnées Normalized Device Coordinate, NDC. Et en troisième étape, c'est de transformer ces coordonnées NDC en coordonnées image. Voyons maintenant comment on implémente ça devant notre IDE. Alors, on se retrouve devant notre éditeur, donc on va essayer de résoudre ce problème d'échelle.
Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre OBJ Loader. Alors, je vais prendre le point H et je vais rajouter une méthode qui permet d'avoir les bornes de notre mesh. Donc je vais créer déjà une structure. Struct. Et on va l'appeler bbox. Et c'est cette structure, du coup, elle nous donne les bornes entre les bornes min et les bornes max. Donc c'est fait de 2 points 3D, min et pnt 3D max. Ok. Donc, ah oui, si je mets ça correctement, ce serait mieux. Donc, créons notre structure qui nous donne notre bbbox. Donc, ça va nous retourner une bbbox, getBox. Et ça va pas modifier la fonction, ça va pas modifier l'objet. Et on va créer une variable qui s'appelle bbox. Voilà. Bon, là, je peux directement faire return box. Ok. Et il nous reste plus qu'à là. Je vais mettre ça. Pointing box, ouais, bbbox avec 2 majuscules. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à la calculer, cette boîte englobante. Donc je vais dans mon constructeur. Et une fois que on a parsé l'ensemble des faces, et on peut s'atteler à retrouver cette boîte englobante. Ok, donc on va prendre tous les vertex de notre objet. Alors à savoir que c'est pas forcément exact parce que il peut y avoir des vertex qui ne sont référencés par aucune face. Bon, c'est de la perte, c'est pas optimal hein, évidemment, mais ça peut exister ce type de fichier-là. Et évidemment, dans ce cas-là, ça casse la bbbox. Donc si on voulait faire ça, voir, je peux le faire correctement. Face, on va faire comme ça. Donc pour chaque face, du coup. J'avais fait plus simplement dans ma integer face. Et ça, c'est dans du coup index buffer. Et dans cette face-là, j'itère sur chacun des sommets. Int. Déjà, ça va être un const. Comme ça. Et ça, pareil, const. Index. Dans l'index buffer. Non, dans la face. Et ensuite, bbox.min.x. Moi, je reprends le même. Ouais, je vais le faire comme ça explicitement. std min de bbox.min.x et vertex buffer index.x. Donc pareil pour Y, pareil pour Z. Y et Z. Et je fais la même chose pour la borne max. Hein. Ah, je me suis planté. Je fais la même chose pour la borne max. Ok. Donc là, je retrouve bien. Donc évidemment, c'est pas ultra efficace parce qu'il va y avoir des vertex qui vont être parsés plusieurs fois. Et évidemment, ça, il faut l'initialiser à la base. Donc je vais l'initialiser ici. Box. Donc le point min, on va dire que du coup c'est moins float max. Moins float max. Ok, si j'arrive à taper correctement. Attends, ça c'est le max. Ça sera pour le max. Pour le min, ça sera la même chose, mais avec.
moins float max. Donc quand c'est pas initialisé, ça vaut ça. Ok. Et faut que je mette les parenthèses, voilà. Donc on initialise la borne max à un nombre négatif maximum et la borne min à un nombre négatif, un nombre pardon, positif maximum. Et ça nous garantit que du coup, dès le premier élément, pourquoi il n'est pas content, if undefined, il faut peut-être mettre include ces limits, je crois que c'est ça. C'est float. Ok. Donc il faut faire include ces flottes. Et ça nous garantit que dès le premier... alors je vais mettre comme ça, pour qu'on y voit plus clair. Dès le premier index, dès le premier vertex lu, on va mettre à jour cette valeur-là. Et ensuite, on va chercher effectivement parmi l'ensemble de ces vertex la borne min et la borne max. Ok, donc ça normalement c'est censé me donner un résultat que j'attends. Donc je vais essayer tout de suite. Ici, donc une fois que j'ai ouvert mon fichier, où est-ce que j'ai ouvert? Voilà, ici. Donc je vais faire un petit test ici. Min. Alors, je vais juste faire un const box obj bounds égale loader.box. Voilà. Donc min.x min.z y pardon et obj bounds.min.z. Ok. Et pareil pour la borne max. Ok, voyons ce que ça donne ça déjà. Donc, ok, c'est un ninja. Compile, gen image. Ah oui, c'est ça, gen image et monkey.obj. Ok, ça a l'air de marcher. Donc ma borne mix est entre moins 1,36 et ma borne max est à 1,36. Que je regarde mon obj. Monkey. Ok, ça a l'air d'être correct. Je suis un peu étonné d'avoir la même chose pour x, y, z en revanche. J'ai bien fait ça correctement. Ah bah non, voilà. Y, Z, voilà. Pourquoi il ne faut pas copier-coller? Y, Z. Et là maintenant, si je recompile, voilà, on exécute. Et là j'ai bien des bornes différentes pour X, Y et Z. Ok. Donc maintenant que j'ai ma bounding box pour mon OBJ, je vais transformer en fonction de ces éléments-là, de la même façon que ce qu'on a vu dans les diapositives. Donc je vais me créer deux fonctions de transformation. Je vais prendre une fonction qui s'appelle translate 2D. Et un point d'entrée qu'il va falloir translater. D'ailleurs, je vais plutôt mettre le point d'entrée en premier. Comme ça. Ok. Donc, la translation de ce point en un nouveau point, c'est tout simple. Hein. pnt.x plus translate x et pnt.y plus translate y et pnt.z on n'y touche pas. Ok,
Ok, on fera des fonctions plus propres par la suite. Hein. PNT 3D scale maintenant. Donc le scaling, pareil, ça prend un point 3D d'entrée et ça prend un coefficient de scaling qui est uniforme sur x, y et z. Alors on s'occupe pas de z, hein, mais on va quand même scaler tout de la même façon. PNT 3D. Je vais pas l'appeler scale 2D d'ailleurs, je vais l'appeler scale et translate xy. Ce sera plus logique. Donc scale pnt.x fois scale pnt.y fois scale pnt.z fois scale. Ok. Donc là, on a nos deux fonctions qui nous permettent d'effectuer notre transformation sur nos points. Bien, il ne reste plus qu'à s'occuper de... alors, je vais retirer ça, j'ai pas besoin. Il va falloir s'occuper maintenant de faire la transformation sur chacun des points x, y que l'on va avoir à tracer ici. Donc, en premier lieu, je vais prendre ma bounding box. Comme ça. Et puis ensuite, eh bien, on va ici. Alors, je vais faire un truc déjà pour simplifier le code. En fait, ce que j'avais pas dit la dernière fois, c'est que si on met un -1 ici, on va avoir un problème là. Voilà. Et comme on boucle, eh ben, on va pouvoir faire un ici, modulo. Modulo. Alors attends, c'est quoi? C'est face.size. Voilà. Et là, normalement, j'ai pas besoin de ça. Je peux vérifier que ça fonctionne encore. Ce serait d'ailleurs mieux. Donc, je fais ninja. Ok. J'ai l'image. Et alors, j'avais test.obj qui faisait un triangle. Donc, je vais pouvoir voir si ça me donne. Ah oui. Autant pour moi, j'ai gardé les mauvais scaling. Ok. Donc, je retourne là-dessus. On compile. On exécute. Ouais, alors attends. Parce que du coup. J'avais modifié aussi le test OBJ, donc on va me perdre 500, 10, X, très bien, et là je vais mettre 500, ok. Là j'ai pas besoin de recompiler, et c'est bon, j'ai un triangle, donc ça boucle bien. Donc je retourne à mon mail, et maintenant il va falloir effectuer la transformation sur ces deux coordonnées-là. Donc, je vais faire un premier point 3D. Qui va être du coup S0 NDC et S1 NDC. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'il fallait déjà calculer le centre de la bounding box. Donc ça c'est tout simple. Hein. On a vu que c'était const float. Donc center bbox equal S0.x plus... Ah non, je dis une bêtise. C'est bbox.min.x plus... C'est le tout qui est divisé par bbox.max.x, ça divisé par 2. Et la même chose pour y, float, alors center, je fais x, center, y, center, bbox equal, donc bbox.min.y plus bbox.max.y, ça divisé par 2. Donc ça va être l'opposé de la translation à appliquer. Donc je vais pouvoir ensuite calculer, il me reste à calculer ensuite le scaling à effectuer. Donc const float scaling NDC x equal 1, on a vu que c'était 1 sur la borne max. Et la borne max, du coup, quand elle est transformée par cette translation-là, et bien du coup, c'est bbox.max.x plus
Pardon, moins du coup, x. Alors, est-ce que j'appelle comme ça? Oui. Oui, je vais garder ça. Donc, moins x center bbox, const float, scaling ndcy, call 1 sur bbox max.y moins y center box. Et nous, le scaling, on veut le min de ces deux valeurs. Donc const float scaling ndc égale stdmin de scaling ndcx scaling ndcy. Ok. Donc maintenant on peut effectuer notre transformation. Donc le premier point s0 ndc, alors déjà on applique la translation. Donc translate xy de notre point s0. La translation en x c'est moins x center bbox et la translation en y c'est moins y center bbox. Ok. La deuxième étape à faire c'est le scaling. Donc scaling, c'est scale que je l'appelais, scale. Et le coefficient de scaling, c'est scaling ndc. Ok. On fait la même chose pour le point S1. Scale translate xy. Cette fois-ci c'est S1, main, et là le reste reste la même chose. Hein. Je vais copier. Ok. Donc maintenant, la deuxième étape, alors je vais juste mettre un petit commentaire. From mesh to ndc. Et la deuxième étape, c'est from ndc to image. Donc allons-y. Donc on applique déjà le scaling en premier lieu. Donc on a vu que c'était donc la scaling en x. Scaling imgx. Ça c'est 1 sur... Attends, non, je dis une bêtise, c'est... Est-ce que j'ai ma width qui est quelque part? Oui, c'est bon. Donc c'est la width divisée par 2. Ça, encore une fois, on l'a vu dans les slides. Donc pareil pour y, scaling imgy. Donc là, cette fois-ci, c'est la height sur 2. Et notre coefficient de scaling, c'est des min de scaling imgx, pardon, scaling imgy. Ok. Donc là, on a notre scaling. Et dernière étape, il faut définir notre translation. Donc, cette fois-ci, on a vu que comme on était centré sur 0 dans la NDC et qu'on voulait centrer sur l'image, et la translation appliquée, donc, translate img x égale, on veut le centrer, donc on veut être centré à width sur 2. On veut que notre point 0 corresponde en x à width sur 2 et en y height sur 2. Ok, donc maintenant on peut faire la transformation, pnt3d, S0 img. Donc cette fois-ci, on commence par le scaling. Scale, pas scaling, scale, donc le point de départ c'est S0 ndc. Et le coefficient de zoom appliqué c'est scaling img. Et ensuite, ce point-là, on le translate en xy de translate imgx et translate imgy. Ok. Donc ça c'est bon normalement. Et on fait la même chose pour S1. Donc translate xy scale S1 ndc. Et le reste c'est les mêmes arguments. Ok, donc ça, tout ça c'est fait, et maintenant il ne nous reste plus qu'à tracer du coup non plus entre S0 et S1, mais entre S0 img et S1 img.
Donc vérifions ce que ça donne. Je compile. J'exécute. Alors là, du coup, j'ai bien mon triangle qui est centré. Et si je l'exécute maintenant, j'ai une image sur du coup monkey.obj. Eh bien, j'ai bien ma Suzanne qui est centrée sur mon plan. Alors, petit résumé pour finir de ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, dans une première étape, on a vu comment lire un fichier OBJ en parsant un fichier ASCII et en organisant l'ensemble des éléments qui sont contenus dans ce fichier-là dans un vertex buffer et un index buffer. Ensuite, il nous a fallu déterminer les bornes de ce mesh qui est contenu dans cet OBJ afin de pouvoir le transformer et l'afficher dans son intégralité sur une image d'une taille arbitraire. Et une fois qu'on a procédé à cette transformation-là, on a effectué le tracé du contour de chacun des polygones du mesh afin de pouvoir avoir une visualisation de ce mesh en mode fil de fer. Donc on se retrouve prochainement. Je pense que la prochaine vidéo sera sur les transformations afin d'effectuer ces transformations de façon plus efficace que ce que l'on a fait dans cette vidéo-là et plus simple à l'aide de matrices. Vous pouvez retrouver le code le code que l'on a produit en fin de vidéo dans le repository GitHub que j'ai mis en description. N'hésitez pas si vous avez des questions à les laisser en commentaire et on se retrouve très prochainement. Allez, à bientôt!